ans après, Mercedes est revenu sur la plus haute marche du podium des 24 heures du Nürburgring après la dernière victoire du constructeur allemand en 2016 sur le double tour d'horloge allemand. Maro Engel, Lukas Stolz, Fabian Schiller et Maxime Martin ont enfin redonné à Mercedes le goût du succès dans l'Eiffel après 24 heures très animées dans l'enfer vert. On va évidemment revenir là-dessus dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. La victoire de Mercedes au menu donc de ce nouveau numéro, mais nous aurons un invité spécial puisque Adrien Pavio, qui était au volant cette fois, vous le connaissez évidemment pour ses commentaires, pour les designs de ses casques et de ses voitures dans les différentes compétitions en sport automobile. Mais Adrien avait changé de casquette le week-end dernier puisqu'il était au volant d'une BMW M240i et il nous sera avec nous pour nous parler de son expérience dans la deuxième partie de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent et Adrien, bonjour Adrien, tu es un nouveau venu dans ce podcast d'Endurance Info et pour une bonne raison puisque tu étais derrière le volant le week-end dernier aux 24 heures du Nürburgring. Il nous a paru avec Laurent évident de te demander ton avis sur cette course puisque c'était une première pour toi. Pas une première sur le circuit puisque tu nous raconteras sans doute, franchi un petit peu toutes les étapes pour obtenir cette fameuse licence qui permet de rouler aux 24 heures du Nürburgring en compétition. Et tu as donc disputé ta première épreuve de 24 heures sur ce circuit. Mais avant cela, Laurent et Adrien, on va revenir donc sur l'issue de cette édition 2026. Un petit peu historique à plein d'égards, Laurent, puisque outre un public très nombreux, 352 000 personnes sur l'ensemble du meeting, Mercedes a enfin brisé cette disette, est enfin revenu au sommet des 24 heures Nürburgring après 10 années où la marque allemande est un petit peu passée par tous les stades. On se souvient de l'an dernier où ça avait été presque une édition catastrophe pour les AMG GT3 Evo. On n'était pas passé loin à plusieurs reprises, mais là, la pièce est tombée du bon côté pour Mercedes, Laurent, avec, en plus, il y avait forcément une histoire, en plus de la simple compétition pour la marque allemande qui accueillait dans ses rangs Max Verstappen, mais ce n'est pas cette voiture qui s'est imposée, puisque comme je le disais en introduction, Maro Engel, Maxime Martin, Lukas Stolz et Fabian Schiller ont imposé la Mercedes, alors exploitée par Winward, mais sous l'appellation Team Ravenol. Laurent, Mercedes a longtemps couru après, et il a fallu un petit peu dans une course à élimination passer entre les gouttes, que ce soit de la météo ou des incidents en piste. Salut Pierre, salut Adrien. Ouais, donc on est resté dans la même famille. C'est marrant d'ailleurs que ce soit une voiture qui soit en fin de vie qui s'impose sur l'une des courses majeures GT, parce qu'on a quand même des voitures qui sont nettement plus récentes maintenant qui pouvaient aussi l'emporter. Mais bon, on va pas se mentir, on a vite vu quand même en début de course que les Mercedes étaient au-dessus du lot. Enfin, ces deux Mercedes là, sachant que celle qui gagne et en plus est partie très loin sur la grille. Que tu sais, quand tu pars très loin sur une course comme les 24 heures du Nürburgring, je pense que Adrien pourra aussi abonder dans ce sens. C'est pas forcément facile pour rebondir et pour remonter des places. Il y a quand même une réglementation spécifique et tout, mais on a vu que Mercedes avait bien préparé. Bon, je pense que l'avenue de Max Verstappen sur la numéro 3, ça a donné un coup de boost supplémentaire à l'épreuve qu'on n'avait pas forcément besoin, parce que c'est quand même une épreuve assez réputée. Et rien que pour faire un petit aparté, rien que pour nous, pour Endurance Info, c'est la deuxième plus grosse affluence en termes de clics après les 24 heures du Mans. Donc, ce qui est quand même assez fort. On a fait quasiment sur une journée quasiment 100 000 clics le samedi et le dimanche. Donc ce qui est quand même beaucoup. Donc c'est quand même une course où il y a beaucoup d'attentes. Et c'est une course quand même enfin, je pense qu'Adrien aussi pourra le dire, c'est une course qui est atypique, c'est une course qui est unique. Il y a que celle-ci et les autres courses sont aussi uniques mais dans leur genre. Et au final, c'est Mercedes qui gagne avec une ancienne voiture. C'est Lamborghini qui finit deuxième avec une ancienne voiture alors que la nouvelle elle roule mais qu'elle n'était pas engagée. C'est Max Verstappen qui a fait venir je sais pas combien de spectateurs en plus. Et franchement, 300 000 personnes, 350 000 personnes, c'est un truc, ouais. Je pense que c'est cette course qu'il fallait faire et je pense qu'Adrien, il a bien fait de faire celle-ci d'ailleurs du coup. Ouais, Adrien, toi qui as vécu donc au-delà de ta propre course, tu as vécu l'événement. Comment vous avez senti un peu l'ambiance monter? Est-ce qu'il y avait forcément une attente énorme autour de Max Verstappen? Mais est-ce qu'on l'a vu vraiment sur site? Ouais. Salut les amis, salut à tous. Effectivement, j'ai pu comparer parce que moi, j'ai fait ma première course sur la Nordschleife en 2023. C'était une RCN en ouverture des 24 heures. C'était ma toute première course sur le circuit. C'était même la première fois que je roulais en course sur le circuit en ouverture des 24. Et en fait, c'était pour mon permis. Donc, j'ai pu comparer. J'ai vu les 24 du Nürburgring 2023, les 24 du Nürburgring 2026. Donc, évidemment, les deux événements
était dans les deux cas une énorme fête populaire, mais on a pu voir la différence. Là où moi, ça m'a le plus choqué, déjà, c'était sur les NLS et la Quali Race, donc à chaque fois, à savoir les courses de préparation avant, où il y avait 4 fois plus de monde. Mais ce qui m'a surtout halluciné, c'est que je me souviens très bien avoir regardé les qualifications du jeudi après ma course en 2023. Et là, quand je me suis assis, c'est moi qui ai fait les premiers tours de la voiture en qualif jeudi. Et quand je me suis mis dans la voiture, que j'ai vu une tribune noire de monde en face de moi, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Donc, c'est pas tant qu'il y avait beaucoup de monde, parce qu'en fait, déjà de base au NURB, il y avait beaucoup de monde. Et j'aime beaucoup quand Laurent dit, non pas que l'épreuve en avait besoin. C'est vrai, elle en avait pas forcément besoin, mais par contre, il y avait une telle ferveur et les gens étaient tout le temps en bord de piste. Et ça, par contre, autant le NURB, bon, vous êtes là, il y a du monde, mais ça bouge, ça va, ça vient. Là, il y avait du monde tout le temps dans les tribunes. C'était dingue, les gens. D'ailleurs, je sais pas si c'est une info que vous aviez, les spectateurs rentraient par sas dans les tribunes. C'était assez dingue. C'est la première fois que je vois ça sur un circuit de course. Ok, non, on n'avait pas cette sensation. Samedi matin, on a été réveillés en fait moi j'étais en camping des pilotes. On était réveillés par des gens qui parlaient dans les haut-parleurs. On se demandait ce que c'était. En fait, ils faisaient rentrer les spectateurs le matin pour un départ à 15h par sas dans les tribunes. Pour vous dire à quel point c'était démentiel, quoi. Et c'est ça plutôt la différence. Laurent, donc on évoquait Mercedes, la décision d'une course un petit peu à élimination, hein, avec plusieurs favoris, on va y revenir, qui malheureusement n'auront pas vu l'arrivée, voire même la nuit. Donc chez Mercedes, c'est aussi un peu à l'élimination que ça s'est joué, puisque si la numéro 3 avec Jules Gounon, Max Verstappen, Lucas Sauer, Dani Juncadella avait pris un petit avantage dans la matinée avec presque une trentaine de secondes d'avance. Et pour un problème d'ABS puis d'arbre de transmission, c'est finalement la pièce est tombée, comme je disais, en faveur de la numéro 80. Mais on a vu, Laurent, les deux Mercedes très vite être aux avant-postes, malgré un déficit de vitesse de pointe par rapport aux Lamborghini, mais qui ont réalisé un tel début de course compliqué qu'on ne les a pas vus aux avant-postes. Ils ont évité tous les pièges, il y a eu des contacts entre eux, hein, à un moment, on a vu la numéro 3 et la numéro 80 au contact. Ça a été tendu un petit peu, on va dire, entre les deux, mais au final, bon, on pense que sans le souci mécanique, effectivement, le numéro 3 après, tu parles du contact, ça c'est quand même assez fort parce que c'est sûr que c'est allé au contact et ça aurait pu mal se terminer, comme ça aurait pu mal se terminer plus tôt pour Max Verstappen qui est passé dans l'herbe le samedi en fin d'après-midi où il s'en sort quand même. La pièce retombera pas toujours au même endroit et il faut un brin de chance. Bon, même si le mec est quand même au-dessus du lot sur pas mal de domaines, hein. On gagne pas 4 fois un titre de champion du monde par hasard. Mais ouais, il s'est avéré que la 3 est quand même assez vite devant, que la 80 a dû remonter en plus le handicap qu'elle avait sur la grille, ce qui n'a quand même pas été rien. On rappelle, Laurent, que c'était une Maro Engel qui est partie à la faute en qualification. Ouais, exactement. Et oui, et après, je pense que quand le stand a dû voir ou chez Mercedes, ils ont vu que ça chicorait en piste, ils ont dû dire bon les mecs là maintenant vous allez arrêter vos conneries. Maintenant dire à Maro Engel maintenant tu vas arrêter tes conneries, c'est peut-être plus facile que de le dire à Max Verstappen, je pense, parce que Maro est pilote Mercedes, pilote officiel Mercedes AMG, donc forcément des consignes. Maintenant, cette deuxième voiture, en plus, enfin, celle qui a gagné, bizarrement, et étrangement maintenant, elle a toujours été un peu en dedans, forcément en termes de communication, parce que toute la lumière était faite sur la numéro 3, qui avait quand même un bon coup à jouer, mais il y avait aussi une possibilité de perdre, hein, comme dans toute course automobile. Ouais, dès qu'il y a eu le contact après, évidemment, la 3 a pris le dessus, la 80 était un peu en embuscade, même si le matin, je pense que les pilotes de la 80 n'ont pas amusé le terrain. Et puis après, comme tu l'as dit, il y a le problème de la numéro 3. Et après, la 80 était en backup et c'est la 80 qui rafle la mise. Mais bon, les Mercedes étaient quand même, je pense, clairement un peu au-dessus du lot. On avait vu, Laurent, un changement de balance de performance avant la course qui ne concernait pas Mercedes, mais qui a concerné beaucoup d'autres voitures, hein, notamment la BMW qui avait pris 10 kg ou la Porsche 911 GT3 R Evo qui avait pris 5 kg. La grosse adversité en début de course, Laurent, on les attendait, c'était les Lamborghini avec une vitesse de pointe tout au long du meeting, et malgré le changement de BOP, on l'a vu en course, les Lamborghini étaient très véloces dans les longues allonges, et Adrien, tu peux nous en parler, puisqu'au départ, tu as eu un peu maille à partir avec la Lamborghini numéro 130. On a senti une agressivité un peu, Adrien, dans le peloton GT3, on a vu pas mal de contacts. C'est un peu ce que toi, tu as senti en piste.
piste, alors pas dans cette catégorie-là, mais dans les plus petites catégories. Ouais, clairement. Alors moi, c'était mes premières 24, donc j'ai pas forcément beaucoup d'éléments de comparaison, mais quand même, je les ai commentés quelques années, donc je voyais bien un peu je voyais bien que la fluidité était pas la même. Mais j'en ai aussi parlé avec d'autres pilotes de ma catégorie qui eux ne faisaient pas leur première 24 et qui me disaient non mais là les GT3 ils ont pété un câble. C'est assez évident de l'intérieur que les GT3 étaient très agressifs, qu'il fallait qu'on s'en méfie beaucoup. Évidemment, vous allez vous dire, moi je vais taper sur Mapelli parce qu'il me tape dans le premier tour, mais en vérité c'était pas lui le pire. Le pire c'était la Mustang de chez HRT, là celle avec la déco militaire. Celle de Denis Olsen, alors je ne veux pas dire que c'est forcément lui tout le temps qui était dans la voiture. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on a tous bien ciblé que celle-là, c'était juste l'horreur, quoi. C'est-à-dire que pour lui, on n'était pas en piste. Hein. Il a tapé 2 fois la voiture de mon team, il a tapé je sais pas combien de petites, et je crois même qu'ils ont pris une réprimande ou je me demande même s'ils n'étaient pas sous enquête pour ça. Donc c'était évident qu'il y avait beaucoup d'agressivité de la part des GT3. Et Laurent, donc, malgré, on va y venir, les soucis du départ pour Lamborghini, puisqu'on le rappelle, Marco Mappelli vole le départ, alors qu'il était deuxième sur la grille aux côtés de Mirko Bortolotti. Du fait de ce départ volé, il prend une pénalité de 32 secondes, donc à observer à son arrêt suivant. Et Mirko Bortolotti lui se retrouve dans une position un peu différente de ce à quoi il s'attendait au premier virage, et puis il y a un contact avec Dani Juncadella dans le premier enchaînement. Et juste avant de plonger dans la Nordschleife, la numéro 84 crève et Mirko Bortolotti a tout juste le temps de rentrer dans les stands, mais évidemment une perte sèche assez conséquente pour la numéro 84. Mais Laurent qui ensuite fait une course sans erreur, puisque elle remonte au deuxième rang. Et à ce moment-là, on se dit que vu la vitesse de pointe et vu les chronos réalisés en fin de course, on rappelle que c'est Patrick Niederhauser qui fait le meilleur tour en course en 8 minutes 08, on se dit qu'avec le problème technique de la Mercedes numéro 3, si jamais il y a quelque chose sur la numéro 80, Lamborghini peut peut-être aller chercher une première victoire au Nürburgring, mais finalement, l'écart était trop conséquent d'une part, et d'une deuxième part, Luca Hinxler s'est fait prendre pour un excès de vitesse sous côte 60 et avait dû observer une pénalité. Pénalité qui finalement ne l'empêchera pas de terminer deuxième, puisque c'est une autre côte 60, une autre zone côte 60 qui empêche l'Aston Martin Valkenhorst de terminer deuxième. Mais Laurent parlait du chant du cygne de la Huracan l'an dernier aux 24 heures de Spa, avec cette victoire très attendue en Belgique. C'était avec Grasseur et l'Huracan GT3 Evo 2. Et là, on n'est pas passé loin pour Sant'Agata Bolognese on peut dire presque d'un exploit. Pour Lamborghini, oui. Alors après, pour les équipes qui ont investi dans la Temerario GT3, je pense que tu en as peut-être quelques-unes qui vont essayer de se pendre. Hein. Quand tu vois comment l'Huracan fonctionne, bon après, on va pas se mentir, je pense que l'Huracan avait quand même une bonne bop. Comme tu l'as dit, la vitesse de pointe, voilà. Ouais, tu crèves au premier tour et tu prends une pénalité et tu es en mesure de l'emporter sur une course aussi compliquée que les 24 heures de Nürburgring. Je pense qu'il faut quand même que t'en aies un peu sous le capot et que t'aies quand même quelques chevaux pour arriver à remonter, même si au niveau équipage, j'avais rien à dire. Hein. Mais ouais, c'est une voiture qui est même plus qu'en fin de vie parce que la nouvelle roule et ça aurait très bien pu tourner à l'avantage de Lambeau quasiment un an après avoir remporté les 24 heures de Spa. Donc ouais, c'est le chant du cygne et écoute, autant la Temerario, même si c'est un début de saison, un petit peu de mal quand même face à la concurrence, sachant que c'est la première voiture développée en interne par Lamborghini Squadra Corse, ce qui n'était pas le cas de l'Huracan. Et après, bon, t'as Abt quand même qui connaît bien l'épreuve, qui connaît bien les 24 heures. Et quand tu vois les pilotes qu'il y avait dans dans les voitures, bon, c'était quand même solide. Et finalement, Red Bull met quand même une voiture sur le podium. Oui, exactement. Avec donc cette voiture confiée à Mirko Bortolotti, Patrick Niederhauser et Luca Hinxler, comme on le disait. La troisième place, Laurent, pour Valkenhorst et Aston Martin. On précise que les deux voitures de pointe étaient équipées en Michelin, alors que la troisième est équipée en Pirelli, et c'est Valkenhorst, donc avec Mattia Drudi, Niki Tim et Christian Krognes, l'un des grands spécialistes de cette Nordschleife, qui complète le podium. L'Aston, Laurent, l'a vu régulièrement derrière les deux Mercedes, avec une stratégie parfois un petit peu décalée. Ils ont perdu du temps sur un choix de stratégie et de pousser un relais d'un tour de plus, mais ça ne leur a pas porté chance avec l'arrivée de la pluie. Et finalement, la troisième place, qui est le meilleur résultat d'Aston Martin au général sur cette épreuve. Un bon point pour Valkenhorst cette année, Laurent, qui n'a pas eu beaucoup de réussite. On l'a vu en GT World Challenge Europe notamment. Sans doute pour Aston Martin aussi, c'est après la victoire aux 24 heures de Spa en 2024, c'est la confirmation que la version Evo de cette Vantage se comporte plutôt bien. Et en pneus Pirelli, on sait que Pirelli est un petit peu plus jeune, on va dire, que les autres manufacturiers de pneus sur la Nordschleife. Mais le travail semble payer pour le manufacturier italien qui a signé un accord à long terme avec Valkenhorst pour cette épreuve.
Ouais, c'est clair, ça fait un peu oublier le début de saison. Après, Valkenhorst, c'est pas une équipe qui découvre la Nordschleife, hein, évidemment. Hein. C'est une équipe, tu vois, avec Henri Valkenhorst, hein, qui est le patron, c'est une équipe qui a quand même roulé pas mal de courses sur ce circuit. Bon, après, c'est sûr que c'est une initiative, on va dire, un peu plus privée que peut l'être, comme c'était avec Mercedes. Là, on a plus affaire à un team privé quand même. Et c'est sûr que les pneus Pirelli ont fait quand même un sacré pas en avant. Michelin avait quand même nettement l'avantage ces dernières années. Après, il aurait peut-être fallu voir si on avait eu des conditions un peu plus changeantes, s'il en aurait été la même chose, parce qu'on sait que sur le mouillé, les Michelin ont quand même ces dernières années un net avantage. Avant, on était sur des pneus, alors surtout sur les gommes sèches, on était sur des pneus confidentiels, ce qui n'est plus vraiment le cas maintenant, puisque les concurrents peuvent acheter des pneumatiques auprès de Michelin. Donc cette Aston Valkenhorst, elle a toujours été là quand même toute la course. C'est pas une voiture qui est remontée du diable Vauvert. Tu vois, elle a toujours été quand même plutôt bien placée. Et je pense que ce classement de l'Aston à l'arrivée résonne un peu comme une victoire pour Valkenhorst. Et je pense que ça va inciter aussi, pourquoi pas, Aston Martin à mettre un peu plus d'efforts l'année prochaine et pourquoi pas voir d'autres équipes. On pense forcément à Come to You parce que du côté de Jean-Michel Barthes, on s'est jamais caché que si un jour on a une opportunité de faire les 24 heures du Nürburgring, on essaiera forcément de s'y coller. Mais c'est une belle perf pour une Aston, pour l'Aston en Pirelli, ouais. Ça c'est clair. Laurent va venir avant de parler du clan BMW, puisqu'il y a également une belle histoire sur cette épreuve avec le fameux break, le M3 Touring 24 heures. On va venir un petit peu aux déceptions de cette édition 2026 des 24 heures Nürburgring. Il y a deux voitures principalement qui ont été éliminées très tôt. L'Audi numéro 16 Scherer Sport PHX avec un contact avec la direction de course l'a clairement mentionné, hein, une mésentente avec une signalisation d'une zone code 60 et un contact avec la Mercedes KCMG. Les deux voitures ont été d'ailleurs éliminées suite à ce contact. Et surtout, j'ai envie de dire, pour beaucoup de fans, la Porsche du Manthey Racing, la Grello de Kevin Estre qui est partie à Brunchen sur une plaque d'huile et malheureusement qui n'a pu continuer sa route. Adrien, je me tourne vers toi, toi qui as été au volant. Kevin Estre a mis en avant le fait de la pollution de la piste qui a été un sujet. Est-ce que tu as ressenti aussi ce fait? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de sorties, hein, que ce soit des écarts juste dans les graviers sans grands dégâts ou des sorties plus conséquentes, puisqu'on a vu que outre Kevin Estre à Brunchen, il y a Arjun Maini qui a détruit sa Ford Mustang. Alors oui, clairement, c'était la portion de la piste la plus glissante et la plus compliquée. La piste était verte, comme on l'appelle, c'est-à-dire il a beaucoup neigé, il y a même eu des tempêtes de grêle, où il y a eu de la neige fondue aussi qui est tombée dans la semaine. Donc la piste, il y avait aucun grip. C'est évident qu'on avait une piste qui était très lente, qui glissait beaucoup. Et en fait, les voitures historiques, particulièrement cette année, ont cassé beaucoup de moteurs. Vous savez, vous avez les courses historiques juste avant, et il y avait eu deux énormes casse moteurs. Il y en a une même qui a roulé avec de l'huile en feu sur la piste. Donc en fait, ça avait et dans ce secteur-là. Donc même si ils mettent de la poudre absorbante, même s'ils brossent, ils frottent, vous savez comme moi que l'asphalte garde le détritus de cette huile. On savait que la piste à plusieurs endroits était glissante. Maintenant, on a vu après alors je sais, vous avez dû le voir aussi sur le feed, hein, longtemps après que la Grello soit sortie, on a vu le ralenti. C'est une 992 de la catégorie Cup 2 qui en fait a perdu un fluide. C'est sûrement ce qui a piégé Kevin. C'est clair que moi, après la sortie de la Grello, forcément, Brunchen, c'était juste l'horreur, c'était une patinoire. Moi, j'ai dû doubler par l'extérieur une dépanneuse pile à Brunchen, genre mon relais juste après la sortie de la Grello, c'était coton. Hein. Et donc Kevin Estre, qui était associé à Jan Guven et Thomas Prenning, n'ira pas chercher un deuxième succès aux 24 heures du Nürburgring. Laurent, la 911, la numéro 911 était aussi l'une des voitures qui a été en début de course aux avant-postes. On a vu Kevin qui a fait un relais initial, encore une fois, à son image, hein, très incisif dans le peloton pour replacer la voiture dans le top 3. Avec des scies, on peut refaire toutes les courses, mais est-ce que tu penses que si on avait vu cette voiture plus loin dans la course, elle aurait été en mesure, selon toi, de jouer à minimal podium sans doute, mais est-ce qu'elle aurait pu aller chercher les Mercedes ? Bon, en début de course, c'est la seule Porsche qui était au-dessus du lot par rapport aux autres. Hein. Les autres Porsche Pro étaient quand même un petit peu plus en retrait. Notamment après, la Lion évidemment, Speed, qui avait été accidentée dès les qualifications. Ouais, et qui avait quand même un équipage de feu aussi hein, chez Lion Speed GP. C'est quand même du top niveau. Maintenant, bon, on a affaire à Monte, c'est eux qui ont développé la voiture, qui connaissent le circuit par cœur. Maintenant, je crois que chez Monte, maintenant, là, on a compris que l'année prochaine, il faudrait venir avec deux voitures. Que tu viens avec une seule voiture, c'est vraiment trop juste. Et je pense que l'idée l'année prochaine, c'est de revenir avec deux et en se disant, bon, là, on va arrêter les conneries. On va avec plus d'efforts pour mettre une deuxième voiture en pro avec un top équipage.
Et je pense que c'est ce qui est prévu pour 2027. Mais ouais, ça aurait été sympa de voir cette Grello un peu plus en avant, venir titiller peut-être un peu plus les Mercedes, voir ce que ça aurait pu donner. Bon, maintenant, mauvais endroit, mauvais moment. Et qu'est-ce qu'on veut, c'est comme ça. Et sachant que c'était le 30e anniversaire de l'équipe, avec une décoration spécifique, il y avait beaucoup de choses qui étaient réunies pour que ça fonctionne. Un équipage qui avait terminé, on se souvient, deuxième l'an dernier après avoir franchi la ligne en vainqueur avant une pénalité. Voilà, il y avait tout pour bien faire, mais malheureusement, c'est la course et Adrien vers qui on va se tourner dans les prochaines minutes pour qu'il nous décrive un peu plus en détail son expérience pourra clairement le confirmer. Laurent Adrien, il y a une belle histoire aussi ce week-end dans le clan BMW. Alors la voiture traditionnelle, la M4 GT3 Evo, n'a pas forcément brillé en course. La numéro 1 éliminée sur un problème d'alimentation en essence dans la foulée d'un contact de Raffaele Marcello avec une des Z4 GT3, malheureusement. Aussi une des attractions dans un sens de cette édition 2026 avec 2 exemplaires engagés. Et la numéro 99, elle qui sauve un top 4 avec Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde notamment au volant. Laurent, la M4 GT3 n'a pas brillé. Par contre, s'il y a une voiture qui a brillé, c'est bien ce fameux Break M3 Touring 24 heures avec un équipage emmené par Jens Klingmann, alors, je vais l'appeler le vétéran, mais le plus expérimenté en tout cas, qui a mené en grande partie le développement de cette voiture. On rappelle, partie d'un poisson d'avril il y a un an et que BMW M Motorsport a finalement mis en piste. Et si au départ c'était faire le mieux possible avec peut-être un top 10, ben on a vu cette voiture, Laurent, à un moment jouer des coudes avec les Mercedes et même Jens Klingmann et Connor De Phillippi prendre l'avantage. Qu'est-ce qu'on retire selon toi au-delà de l'aspect marketing de cette opération de la M3 Touring? Et après, Adrien, je pense que tu pourras enchaîner aussi sur toi qui as vu la voiture de près et aussi cet engouement qu'il y avait. Bah, c'est le côté marketing déjà à mettre en avant. Enfin, tu vois, mettre un break, développer une voiture de ce style qui part d'un poisson d'avril, la mettre sur la grille et cette voiture a failli faire mieux finalement que la M4 GT3 Evo, hein. Bon, après, t'as forcément une réglementation spécifique, mais fallait-il encore que cette voiture qui a pas un historique en compétition, il a fallu la développer, c'est quand même une voiture unique, hein. Bon, basé sur la M4 GT3 Evo. Ouais, mais quand même, tu vois, c'est quand même un engagement un peu en one-off. Et ouais, tout le monde a forcément retenu la prestation de cette voiture. À un moment, on s'est même dit, mais merde, elle va finir sur le podium en plus. Tu vois, donc il y avait quand même le niveau, et au niveau des pilotes, c'était quand même solide avec, comme tu l'as dit, avec Jens Klingmann. Maintenant, évidemment, tout le monde s'attend à la voir en garage 56 aux 24 heures du Mans, aux 24 heures de Spa, enfin toutes ces choses-là. Bon, je pense pas que ça arrive un jour, mais c'est une belle histoire parce que c'est une voiture atypique. Ça rappelle le 806. Il y a quelques années, enfin il y a pas mal d'années maintenant, 24 heures de Spa, tu vois, c'est quand même, ou la voiture de NASCAR, ou la NASCAR aux 24 heures du Mans en garage 56. C'est des voitures atypiques, c'est une belle histoire, et il y a un vrai projet derrière, et c'est forcément avec une voiture comme ça que tu t'attaches le public. Et je pense que quand ils vont la sortir en miniature, c'est une voiture qui va être sold out assez vite. Après, en piste, Adrien, je sais pas, quand t'as une petite BM M240i et que tu vois arriver un wagon derrière toi qui doit te flasher, bon, c'est un peu imposant quand même comme caisse. Bah, c'était pas la plus imposante. Par rapport à la Mustang, tu vois, Ouais. elle était moins impressionnante de derrière. Elle était superbe. Elle était superbe. D'ailleurs, puisqu'on parlait des pilotes agressifs, eux étaient très clean, vraiment. Et la preuve, ça n'a pas eu tant d'incidence que ça sur leurs résultats. Moi, j'avoue que quand la Grello est sortie, j'avais un petit pincement. J'aurais bien voulu que ce soit elle qui aille sur le podium. Effectivement, c'était un peu ma favorite. Elle était superbe. Elle était superbe. Moi, je sais qu'elle m'a souvent doublé dans tout ce qui est les sections de Brunchen et tout. Elle était hyper agile et tout. Même à Hassenpark au début de la Nordschleife, là, c'était magnifique. Elle était superbe à rouler. J'aimerais vraiment l'avoir à Spa. Tu parles de ça, Adrien, j'ai juste une question un peu conne. La Grello, quand même, elle se voit à 15 km à la ronde, hein, elle est quand même jaune. Je sais que chez Kondo Racing, la Ferrari, on a changé un peu les couleurs de la voiture pour qu'on la remarque de loin pour que ce soit une GT3. Est-ce que toi, quand t'es dans la caisse, même si les mecs ils te flashent, bon, ça revient évidemment plus vite sur toi, mais est-ce que on arrive vite quand même à distinguer? Je sais qu'il y a la lumière de couleur sur le pare-brise, tu vois, qui fait voir c'est une GT3. Mais est-ce que la Grello, justement, tu la vois de très loin arriver? Alors moi, j'ai beaucoup roulé de nuit. J'ai roulé dans la Qualif 1 au début, mais je crois que la Grello m'a doublé. Elle était derrière une autre GT3, donc je l'ai pas vue dans le rétro. Et après, moi, j'ai roulé en qualif le soir, il faisait nuit. On n'a pas roulé vendredi pour préserver la voiture. Au départ, quand la Grello m'a doublé, je venais de me faire couper en deux
par Mapelli, donc j'avais la tête ailleurs. Enfin, j'avais la tête ailleurs. J'étais en train de regarder s'il y avait rien de cassé, d'essayer de Ouais. sentir s'il y avait rien de cassé dans la voiture, et surtout, j'essayais de ne pas me faire taper par une autre GT3. Et après, bah, moi, à chaque fois, j'ai roulé de nuit, en fait. J'ai roulé à 21h30, il faisait déjà sombre, ce qui fait que j'avais bien repéré les phares. Dans un rétro, je savais si c'était un phare de BM, un phare de Porsche, un phare de Mercedes ou de Lambo. Mais par contre, bah, j'ai pas forcément énormément eu ce sentiment de il y a un truc jaune fluo qui arrive, je sais que c'est eux, quoi. L'identité lumineuse est vachement importante. L'identité des phares, par exemple, les Cayman Cup 3, eux, ils avaient deux petits tous, ils ont deux petits phares au milieu entre les deux gros extérieurs. Bah, ça nous permettait de bien savoir que c'était un Cayman, donc on savait que ça arrivait moins vite sur nous. C'est vrai que ça, par contre, ça jouait vachement. Mais j'ai pas eu ce côté grêlot, il y a un truc jaune fluo qui arrive, je sais que c'est elle, quoi. Et tu vois beaucoup l'éclairage qui est sur le pare-brise, l'éclairage mauve là, ça se voit ça, l'éclairage GT3 là au SP9. Ça, je pense que c'est plus au final pour les spotters sur le bord de piste ou pour les mécanos sur la pit lane, clairement. Nous, on identifiait vraiment les gros phares jaunes, les gros phares blancs, les Mustangs, on les reconnaissait bien, quoi. Et ça tombe bien parce que c'était ceux dont fallait le plus se méfier, quoi. Et parmi les autres voitures de pointe qui n'ont pas vu l'arrivée, on mentionnera, comme vous le disiez, la Ferrari Kondo Racing with Rinaldi qui a été accidentée assez vite en début de course. Également, Laurent, les deux Porsche, alors l'une sous bannière Falcon et l'autre sous bannière Dunlop, mais de la même équipe Schnabel, qui ont été éliminés sur deux sorties, hein, notamment le gros contact d'Alessio Picariolo dans la nuit avec la numéro 17 où on retrouvait notamment Dorian Boccolacci et Julien Lower, trois autres voitures qui comptaient évidemment parmi les potentielles favorites pour aller chercher un bon résultat sur ces 24 heures du Nürburgring. Et tu peux rajouter aussi, parce on en avait qu'une qui est pas passée inaperçue, c'était la McLaren de l'équipe d'or. Et tu vois, Timo Glock ou pas Timo Glock, le mec s'est quand même fait dégager de la course parce que pas respecter le code 60 et la vitesse. Hein. Donc ancien pilote de F1 allemand ou je ne sais pas quoi, t'as pas fait ce qu'il fallait et tu dégages quoi. Ce qui est quand même assez, je sais pas si on peut dire fort, mais c'est pas un mec sans expérience, Timo Glock et tout, et tu vois, et, le mec s'est fait dégager. Alors je sais pas, Adrien, toi tu sais peut-être, là il faut qu'il repasse sa licence complète. Oui, là, je crois qu'il doit refaire son permis, je pense. Il doit refaire le permis. Ok. Donc il va renrouler. J'ai croisé un Français qu'on connaît bien qui refaisait son permis en début d'année discretos. Ouais. Et il y en a un autre qui va devoir le refaire aussi, je crois. C'est peut-être le même. Mais non, non, mais alors, non, mais sans rigoler, faut quand même les défendre. Vous vous rendez pas compte à quel point la lutte Ouais, ouais, ouais. est faible. Hmm. Et en fait, vous arrivez, il y a un code 120, et en fait, un gars comme moi qui roule pour terminer, il a entre guillemets que ça à faire d'être là. Alors, la différence, c'est que moi, j'ai pas de pit limite. Donc, les 120 et les 60, je devais les doser à l'accélérateur. Ça, c'était horrible. Au même titre que quand je rentrais au stand, je devais rester à 60 à l'accel. Mais j'avais entre guillemets que ça à faire d'être là à 120, quitte à me mettre à 110 et puis de balayer des yeux pour voir si dans la pénombre, j'apercevais un panneau code 60. Si vous avez un code 60 à Adenauer Forst, le panneau, il est genre à 40 mètres sur la butte au-dessus, entre les lumières des fans, quoi. Hein. Donc, faut savoir où regarder pour trouver les panneaux. Si un pilote arrive, qu'il est en baston avec une autre GT3, qu'il est coincé derrière une caisse d'une autre catégorie, qui en fait roule à 105 au lieu de 120, mais derrière il y a la deuxième GT3 qui le pousse et qui le flash, ben, c'est assez facile de perdre de louper un panneau code 60. Et si vous rentrez, et je crois que pour Timo, malheureusement, pour Timo Glock, malheureusement, c'est le cas. Je crois qu'il est pris à 118 pour 60. Ah, en fait, c'est juste qu'il est en code 120. Le gars, il pense respecter la réglementation et il a pas vu le premier code 60 et il a dû voir le deuxième Hmm. et au deuxième, il a dû se mettre à 60. Mais en fait, il y a eu une petite portion de piste où il était à 120 pour 60. Donc, faut pas non plus, les mecs ont pas fait un truc ultra dangereux. Il y a un règlement à respecter. C'est vrai que ça peut paraître Hmm. extrêmement sévère. C'est extrêmement sévère et quand vous parlez avec les gens du DMSB, hein, ils sont pas extrêmement drôles. Mais en l'occurrence, c'est peut-être aussi le seul moyen que cette course existe et que le règlement soit respecté. Putain, mais sans pit limiteur, par contre, ça aurait été un peu touchy par moment quand même. Tu dois avoir des grands moments de solitude, non? Parce que t'as pas intérêt de le faire en retard, hein? Alors dans la nuit là, toute la descente avant Adeno là, j'étais dans code 120 et moi 120 c'est dur. Autant 60 c'est une petite vitesse donc ça va. Si t'es entre 58 et 60 ça va. Mais à 120 des fois moi je descendais à 115, 117. J'avais une GT3 derrière qui me flashait, qui pétait un câble. Mais parce que je pense qu'il y a des pilotes qui savent pas que nous on n'a pas de pit limite, qu'on est à l'axel. Donc des fois j'accélérais, je refreinais, j'accélérais et le gars mais pétait un câble en me voyant, et il est là, il flashait, il zigzaguait derrière. Ouais, ben, mon gars, je vais pas prendre une pénalité, je vais te porter beaux yeux en fait. Hein, donc, pour être honnête, je me rappelle même pas qui c'est. Mais voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est aussi là où la cohabitation.
elle est pas toujours simple, mais où elle arrive à exister et qui fait que finalement on a tous survécu à la course. Adrien, on va enchaîner avec toi, on va revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, un peu sur cette aventure un peu incroyable. Je ne sais pas si le mot est le bon, mais la première question qu'on souhaitait te poser avec Laurent, c'est d'où ça t'est venu en fait cette idée d'aller sur cette course. Il y a tellement de courses disponibles et potentielles pour les pilotes comme toi, dont ce n'est pas le métier, mais tu C'est as plus choisi facile. et plus facile évidemment à tout point de vue. Déjà, dis-nous d'où ça vient en fait cette idée d'être. On sait que tu as commenté la course à plusieurs reprises, mais voilà, est-ce que c'est en partie ça qui t'a incité à faire, ou alors c'est un défi personnel dans un sens? Adrien, il aurait pu faire la Fun Cup. 25 heures Fun Cup, il va s'emmerder à faire les 24 heures du Nürburgring. Non, mais il est fou. Il est fou. Il est fou. L'idée, elle est venue en 2022. En fait, quand on a fait après le GT4 chez notre première partie de GT4 chez Pascal Destambert sur la Ginetta, on a fait du TC chez Racetivity avec et en fait on est arrivé au Paul Ricard le week-end de la finale et le jeudi soir avec Arnaud Fouquet et François Gagneux, on se met à discuter, on parle du NURB et moi je me souviens très bien leur dire les gars, cette caisse, elle est faite pour le NURB, il faudrait aller au NURB et tout. Et puis, Arnaud et François ont fait rouler la RS01 avec François Perraudot et Mathieu Vaxivière au NURB. Donc, ils commencent à m'en parler, ils me parlent des souvenirs et ils m'allument une espèce de flamme en moi en me parlant de leurs histoires qui me donne envie. Et je voulais vraiment les saluer parce qu'à l'origine, le projet devait se faire avec eux. Maintenant, Restivity est une très grande entreprise qui est impliquée dans plein de championnats et il faut être honnête qu'au niveau des plannings, c'était compliqué. Mais moi, il m'avait tellement allumé la flamme que j'ai voulu que le projet existe. Donc en 2023, j'ai trouvé une équipe allemande avec mes potes français, Valentin, avec qui j'ai fait les 24 heures, et Nicolas Markevitch, avec qui j'ai roulé en GT4. Et ben, on a commencé à faire nos permis. Donc on a fait l'ouverture des 24 heures 2023 en RCN pour le permis B. Et ensuite, on a fait toute la fin de saison en NLS pour le permis A. Et en fait, on devait faire les 24 en 2024, mais bah, Pascal a eu l'opportunité de cette troisième Audi en dernière minute en GT4 Europe. Et vous savez ce que c'est, hein, ça ne se refuse pas de rouler chez Pascal Destambert. Donc, du coup, on a été faire cette année de GT4 Europe. Je regrette pas du tout parce que quand je vois toute l'expérience que m'a demandé de faire les 24 du NURB, eh bien, il y a certaines choses que j'étais bien content d'avoir apprises ou ressorti des souvenirs en GT4. Et puis voilà. Et puis l'année dernière, on a remis une pièce dans la machine. Je suis retourné faire de la NLS pour cette année faire les 24. C'est vraiment comme ça. Mais après, comme tu le disais, je l'ai commenté pendant des années. Et voilà, c'est vrai que l'idée est venue en 2023. Je me souviens, on parlait à Fred Mako et c'est Fred qui m'a vraiment convaincu de le faire. Fred Mako m'a vraiment convaincu de le faire. Je me souviens d'ailleurs que quand j'ai fait mes premiers roulages, j'ai débriefé dans la loge montée avec Fred. Derrière, on a dîné avec Patrick Pilet. Patrick m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup poussé à continuer à aller faire les NLS, tout ça. D'ailleurs, Fred et Patrick m'ont appelé pendant la course. Ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé des messages. Fred, moi, je suis sorti de la voiture à 5h30 du matin. J'avais un WhatsApp de Fred qui me demandait si ça avait été. C'est hyper touchant. Ah, j'imagine le suivi, quoi. Ça, c'est bien. Ouais. Donc d'ailleurs, si Fred refait les 24 heures, après, méfie-toi parce que il va te demander de rouler avec lui après là. Ouais. Bah, s'il le fait un programme et qu'il lui faut un bronze complètement posé, avec plaisir. Hein. Adrien, donc tu as roulé sur une BMW M240i. Ça a été un choix. Est-ce que toi, tu as choisi la voiture, ou alors en fait, tu as d'abord, comme tu as dit, choisi l'équipe qui ensuite s'est dirigée vers cette voiture? Comment ça s'est un petit peu articulé, cette possibilité avec cette BM? Non, alors c'était évident qu'on prenait cette voiture parce que justement on arrivait du projet avec la M2 en TC France avec Restivity, donc on voulait une voiture qui y ressemble. En l'occurrence, c'était celle qui ressemblait le plus, sachant que la M2 CS qu'on avait en championnat de France TC, en championnat de France Tourisme, elle est permis A. C'est assez étonnant, mais elle a trop de chevaux. Elle est tout petit peu au-dessus de la limite, donc elle est permis A. Donc on pouvait pas rouler sur une CS. Donc on est allé sur la D240i qui en fait est juste en dessous et qui est une des voitures les plus rapides du permis B. Donc c'est à la base, c'est pour ça qu'on a choisi cette voiture. Et ensuite, bah, moi j'ai pris la catégorie, et j'ai regardé tous les teams, j'ai commencé à les contacter. Et en fait, c'est Yann Erlaché et Yvan Muller qui ont fait leur permis chez Schnitzel-Alm et qui m'ont dit bah va là-bas. Donc c'est Erlaché qui m'avait envoyé dans cette première écurie. Et Schnitzel-Alm s'est reconcentré sur son programme GT3. Donc là, quand il a fallu retrouver une équipe, je me suis souvenu, bah, j'ai regardé la liste, hein, j'ai rebelote, j'ai recontacté les équipes. Et c'est vrai que chez WS, j'ai eu un très bon contact. Célia Martin a roulé là-bas. Célia m'a dit qu'ils étaient top. Et bon, bah, quand vous entendez d'un côté que certaines équipes, on vous dit, ouais, eux, ils sont pas très cool. Et puis de l'autre côté, vous entendez, non, mais alors eux, tu vas voir, tu vas sortir, ils vont te filer une bière, ça va être trop bien.
le choix est fait, quoi. Est-ce que le fait d'être français, est-ce que quand tu arrives sur une équipe allemande où il y a quand même beaucoup de pilotes allemands qui roulent, est-ce qu'on te regarde un peu différemment? Est-ce que c'est un peu un handicap ou pas spécialement? Est-ce qu'on te fait confiance de la même façon que si tu connaissais un peu la Nordschleife? Alors, non, 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 ils ont une approche ils ont bien compris qu'on ne connaissait pas la Nordschleife, mais c'est avec beaucoup de bienveillance. Il y a aucun, tu vois, honnêtement, et là, on va pas ouvrir un autre sujet, mais quand j'ai fait mon aventure en NASCAR aux USA, pour avoir connu le racisme là-bas, parce que là, pour le coup, là, j'ai clairement vécu, où là, pour le coup, on était dans le cliché de t'es français, t'y connais rien, donc de toute façon, tu vas être nul. Bah là, pour le coup, les mecs, ils étaient plutôt en mode, non, mais c'est génial que tu viennes faire ça. Monte dans la caisse, monte-nous. Ah bah ça va, ouais, donc t'en as déjà fait. Bon, mais attends, on va t'aider, on va te faire encore progresser. Donc c'était plutôt, ils trouvaient ça plutôt vraiment cool que des gens de d'autres univers viennent faire ça. Et c'est très drôle parce que nous, on est hyper admiratifs de ce que eux font sur la Nordschleife. Et derrière, on leur parle, par exemple, Valentin, avec qui je roulais, lui, il gagne des courses en Clio Cup. Et les mecs, ils regardaient les vidéos de Clio Cup, ils disaient, ah, putain, mais t'as gagné ça, attends, c'est trop bien et tout. Et moi, mon coéquipier, par exemple, Michael Brontinger, qui est journaliste, lui, il en revenait pas que j'ai gagné, enfin que j'ai fait des podiums même en AM, hein, mais au volant d'une R8 GT4 en GT4 Europe, quoi. Les mecs, ils sont vraiment un peu à la fois dans leur bulle, mais ils sont hyper ouverts à ce que toi tu peux faire à côté, quoi. Et pour ta préparation, toi, est-ce que on sait que c'est pas forcément évident de connaître à 100% la Nordschleife quand on débute. Tu as beaucoup utilisé la simulation, on va dire, que sur des simulations sur console ou PC, ou tu as préféré te concentrer sur le programme avec le permis et les courses? Au début, t'as pas le choix, hein. Au début, j'étais obligé de faire du simu, clairement. Et je me rappelle très bien que le team, la Schinzelalm, chez qui on roulait au début, nous avait même fait, avant la veille de notre première course, ils nous avait fait une sorte de petit pari, petit concours dans le simu là-bas sur place pour voir qui ferait le meilleur chrono. C'était un peu pour nous obliger à faire du simu. Donc, on a tous fait du simu et honnêtement, c'est indispensable pour apprendre la piste. Moi, j'avais poussé le game un peu trop loin parce que leur fameux pari, je sais plus ce qu'il y avait à gagner, mais je me rappelle que je m'étais un peu trop pris au jeu. Donc, j'ai fait énormément de simu, ce qui fait que la première fois que j'ai roulé, les premières fois que j'ai roulé sur la piste, j'avais limite des carences parce que je voulais absolument passer dans les mêmes rapports que sur le simu, mais il y a quand même beaucoup de différences. Et vous savez, la Nordschleife, il y a quand même une petite partie rallye où faut garder une certaine part à l'imprévu que le simu pourrait avoir tendance à t'enlever. Parce que sur le simu, tous les tours, la piste, elle sera pareille. Sur la Nordschleife, chaque tour est différent. Il y a sur le simu, tu n'auras jamais les codes 120, tu n'auras jamais les codes 60, tu n'auras jamais l'huile sur la piste. Le trafic aussi. Le trafic est complètement différent. Et le trafic, alors je sais que il y en a qui vont vite monter au créneau en disant ah mais si sur la Nordschleife maintenant ils font des courses avec plusieurs catégories, tu peux gérer le trafic. Mais c'est pas pareil. Mais même les codes 120, les codes 60 et surtout l'huile sur la piste, la poudre absorbante, la GT qui vient de sortir qui a ramené du gravier ou qui a ramené de l'herbe, ça vous. Donc c'est vrai que le simu avait tendance des fois à donner un peu trop de mauvais réflexes quand vous y passez trop de temps. C'est hyper bien pour apprendre la piste, mais pour moi ça s'est arrêté là. Pour être honnête, j'ai fait très 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 peu de simu avant les 24. Bon, et ces 24 heures, on les a vues, elles ont été aussi un peu perturbées par la pluie. Comment on en a discuté un petit peu avant d'enregistrer ce podcast. T'as eu un petit moment chaud, on va dire, avec la météo et le choix des pneus. Si tu peux nous relater ça pour les auditeurs. Ça a été un peu l'aventure, on va dire. Ah bah ça a été l'aventure. Moi je rêvais de prendre le départ, j'ai pris le départ, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Donc j'espérais que mon deuxième relais soit plus safe. Je suis monté dans la voiture, un tour après il s'est mis à pleuvoir, j'étais en slick, on était sur le Nordschleife. Donc j'ai essayé au début ils m'ont dit continue comme ça, la pluie va pas durer. Et puis bah au deuxième tour ils m'ont dit ça va. J'ai dit bah j'ai juste failli la détruire 3 fois, donc mais sinon ça va. Ils m'ont dit ah non 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 on met les pluies, on s'est arrêté de mettre les pluies. Et évidemment il s'est arrêté de pleuvoir à ce moment-là. Donc ce qui fait que j'ai dû passer pas mal de temps au début à rouler, à essayer de pas la casser en pneu slick sous la pluie, et puis évidemment après à essayer de pas la casser en pneu pluie sur le sec, quoi. Mais ça fait partie de l'UNERB. Honnêtement, aujourd'hui, quand je parle de mes 24 d'UNERB, je peux au moins dire que j'ai eu l'expérience complète, quoi, hein. J'ai eu le départ, les contacts avec les GT3, j'ai eu toutes les conditions météo, et puis j'ai eu la nuit, quoi. Et comment s'est géré les relais en fait pour le départ? C'était un peu une discussion entre vous ou ça a été vite décidé que ce serait toi qui prendrais le départ? Non, ça n'a pas été vite décidé, mais parce qu'en fait, moi au début, je devais rouler avec Valentin Belgi et Nicolas Markevitch. Donc entre nous trois, comme c'est un peu moi qui ai monté le projet, je leur avais dit les gars, bon, on en avait parlé, hein, j'étais ouvert, mais je leur ai dit moi le truc qui me ferait rêver, c'est de faire le départ. Parce qu'en 2024, quand on devait le faire, je l'ai pas fait. Quand j'ai commenté le départ, ça a été un moment assez dur et j'avais besoin, si tu veux, de fermer ça en faisant le départ. Donc eux le savaient. Donc Valentin, lui étant toujours dans la boucle, était évidemment d'accord. Mais avec mes deux collègues allemands, je savais pas trop. Et puis finalement, Dennis Garm, qui est un YouTuber allemand, lui voulait faire l'arrivée parce que si on faisait l'arrivée, il voulait faire des images et tout pour ses contenus. Donc le dernier, Michael étant un journaliste, je pense que invité, je
pense que lui, il était un peu moins dans l'optique de demander des choses et je me suis positionné pour faire le départ en étant restant ouvert, mais finalement, ils m'ont l'ont laissé faire volontiers et je regrette pas parce que il y avait deux choses que je voulais absolument faire, c'était le départ et puis pour l'avoir commenté, que ce soit sur le NURB, sur Spa ou beaucoup sur Le Mans, quand je voyais les mecs, j'ai tellement été impressionné par tous les pilotes d'endurance qui faisaient des doubles relais la nuit. Moi, j'étais là, fatigué à commenter. Je me disais, mais comment ils font, les mecs? Mais comment ils font? Et je voulais me prouver, je voulais voir si j'étais capable de le faire. Donc ça, c'était le truc le plus important. Le grand dépassement de soi, c'était le double relais la nuit. Et justement, ça a été comment tu l'as géré? Ça a été compliqué physiquement parlant, puisque on sait qu'au-delà de l'aspect purement physique dans la voiture, tu dois gérer effectivement le trafic, les codes 60 comme ce que tu disais. Tu t'es aussi préparé spécifiquement pour ça? Préparé spécifiquement, je sais pas, j'étais hyper stressé. Surtout que moi, mon relais d'avant, vous l'avez compris, était très très dur. Le relais de tombée de la nuit, surtout que j'ai passé 1h30 déjà dans la voiture avant, ce qui n'était pas prévu. Même qu'est-ce que je dis, 1h45. J'ai passé 1h45 parce qu'en fait, j'ai fait un demi-relais avec les slicks. Ensuite, on a mis les puits. Ils m'ont dit, bah, tu restes dans la voiture et tu repars pour un relais. Donc, j'avais déjà fait un relais et demi en début de nuit qui était très dur. Donc j'étais hyper stressé et je me souviens de voir Valentin se réveiller, qui essayait de dormir un peu dans la loge, qui me voit me préparer pour mon double et qui me fait allez loulou, ça va aller. Et mais il me regarde comme si je vais à l'abattoir en fait. Donc là, je fais, ouais, ça va y aller, ouais. Mais j'étais hyper stressé. Puis en vérité, je suis monté dans la voiture et c'était un plus beau moment de ma carrière auto. Enfin, c'était extraordinaire. Là, enfin, tu peux dire ce que tu veux, t'es dans Air Factor, dans Gran Turismo, c'est les lumières, l'ambiance. 21h, bon, même si moi j'étais en galère avec mes pneus slicks sous la pluie, c'était sympa, mais j'étais dans un mood un peu différent. Là, la nuit, je suis sorti dans la voiture, j'ai dit, ah putain, je suis pas fatigué, ah, je suis bien. J'ai commencé à rouler, j'ai tout de suite trouvé mon rythme. Je pense que j'étais peut-être un petit peu plus concentré, un petit peu plus déter que je pouvais l'être sur les autres trucs. Et puis, tellement focus, tellement à vouloir le faire que bah, je me suis mis dans ma bulle. J'ai commencé à le faire et ça s'est super bien passé. Très vite, j'ai identifié les phares des GT3, des autres voitures pour bien m'adapter et tout. Et puis c'était top. Et mon début de deuxième relais, je me suis même tiré la bourre pendant deux, trois tours avec une voiture de ma catégorie. Donc c'est extraordinaire. Et puis voilà, il y a que les deux derniers tours qui ont vraiment été durs. Parce qu'en plus, tu te dis, si c'est maintenant que je la placarde, là, ça serait vraiment con, quoi. Donc là, j'étais un petit peu plus prudent. Bon, j'ai perdu un peu de temps, mais c'était vraiment le moment dur. Et quand je suis sorti, j'avais des étoiles dans les yeux. Tout le monde m'a dit, mec, t'es sorti de la voiture, on aurait dit un gamin le matin de Noël, quoi. C'était ma récompense, quoi. C'est ce que tu retiendras, j'imagine, en partie, au-delà du fait d'avoir vu l'arrivée, c'est cette période-là que vraiment tu retiendras. Ouais. Mais même plus que, enfin, oui, je suis content de faire l'arrivée. Nous, on finit nos premières 24, donc on se rend pas compte. En fait, tout le monde est venu nous dire à la fin, vous vous rendez compte, les mecs, normalement, il faut le faire 3 fois pour finir. Et donc, mais nous, on se rend pas compte, on a fini le premier. Alors après, évidemment, on est tous ça en train de dire, moi, je suis le premier en train de dire, ah, mais mon relais de 21h, j'étais posé avec mes sticks sous la pluie, machin. Mais en attendant, ouais, on a tous un peu vécu le truc comme on voulait. Moi, je sais que mon relais de nuit, c'est mon gros highlight de la semaine, quoi. Et ça donne envie de faire en catégorie supérieure, toi qui as connu le GT4 notamment, c'est quelque chose que tu ferais ou tu penses qu'en fait c'est... Alors je sais pas si tu penses que tu as déjà fait une grande partie de ton rêve de disputer ces 24 heures de Nürburgring dans cette BMW ou tu as déjà peut-être envie de faire plus, ça donne envie de faire plus. Bah, je l'ai envie, elle est là. Après, maintenant, c'est toujours pareil, hein, c'est une question de budget, évidemment. Mais moi, la catégorie qui m'attirait beaucoup, c'était le Cup 3 dans les Caïmans, qui ressemblent à des Caïmans GT4, mais qui ont une réglementation différente, un petit peu moins puissant, moins de liberté au niveau des suspensions. Mais les voitures ont l'air vraiment top à rouler. Et moi, j'ai toujours considéré que ça aurait été une formule qui m'aurait convenu. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, c'est des questions de budget. Bon, puis ça va déjà un petit peu plus vite. Donc, si j'ai l'opportunité de le faire un jour, c'est clair et net que j'y retourne. Maintenant, là, ça a été quand même 3 ans de prépa, ça a été trouver beaucoup de partenaires. Je suis déjà content de l'avoir fait une fois. Et puis là, je vais déjà m'en remettre parce que je sais pas, j'ai la voix comme si j'avais pris une énorme cuite, mais en vérité, c'est juste que je suis fatigué de la course. Ouais, mais après, c'est peut-être plus facile aussi pour arriver à fédérer maintenant, parce que tu peux amener dans ton projet, tu peux amener comme quoi tu l'as fait, comme quoi ça a fonctionné, et tu peux peut-être, tu vois, arriver à fédérer d'autres partenaires pour arriver à le refaire à l'avenir, pourquoi pas? Ah, mais le refaire, oui, je pense que là, une fois qu'on aura dormi 2, 3 jours, je pense que là, ça va vite nous piquer d'y retourner. Dans un Caïman, j'aimerais beaucoup, mais c'est des questions de budget. C'est pas tant on va rentrer dans un sujet que vous connaissez bien, mais c'est pas tant la question du prix de la course, c'est l'assurance, c'est la casse. Si tu casses la voiture, c'est le prix de l'assurance. Donc c'est toujours pareil. Aujourd'hui, c'est le vrai nerf de la guerre quand on est pilote payant. Et peut-être que certains écoutent ce podcast et connaissent pas trop l'envers du décor des pilotes payants, des pilotes privés. Mais parfois, au-delà on vous dit une course, c'est tant. Moi, j'ai rien à cacher. Hein, les 24 dans la M2, c'était 17 000 euros. Mais si je cassais la voiture, il fallait en rajouter 15 000, quoi.
Donc là, le projet, il vaut plus 17 000 euros, il vaut 32 000 euros. Parce qu'il faut les avoir tout de suite derrière. Donc, parfois, même certaines équipes vous demandent de les donner avant au cas où. Donc voilà, le projet, d'un coup, il est… et encore, moi, j'ai de la chance, c'est que les 15 000, ils couvrent toute la voiture. Sur le Caïman, de mémoire, je crois que la franchise, elle doit être à 22 ou 23 000 euros. Je suis convaincu que ça couvre pas toute la voiture. Si vous faites 4 tonneaux qui prend feu, il va falloir payer les extras, quoi. Donc c'est plus ça qui risque de bloquer pour aller dans une catégorie supérieure. Mais peut-être, pourquoi pas le refaire un jour déjà dans une BM, pour essayer de jouer une meilleure place. Adrien, après un peu cette description de ton expérience, il y a forcément un sujet qu'on devait aborder, c'est un peu l'impact qu'a eu la présence de Max Verstappen sur cette édition 2026 des 24 heures du Nürburgring. Toi qui étais au cœur de ce paddock, où évidemment les caméras et tous les regards étaient tournés vers le quadruple champion du monde F1, de ce que tu as pu avoir comme discussion autour, que ce soit avec ton équipe ou les pilotes évidemment que tu connais bien, que ce soit les Français ou autres. Est-ce que tu as senti un peu cet effet Verstappen et selon toi, est-ce que c'est comment tu le décris, très positivement ou ça apporte ou ça ne fait qu'apporter juste un simple plus? Non, moi je trouve ça génial. Alors déjà, j'admire beaucoup le pilote de le faire. Le passionné de sport automobile que je suis est impressionné de voir qu'un mec qui pourrait se reposer sur ses lauriers, prendre ses millions en F1 et rester sur un yacht tous les week-ends ou faire la teuf, le gars il vient faire ça. Et je peux vous dire, il était pas assis pas loin de moi au briefing. Il était impressionnant, hein. Honnêtement, on voyait qu'il était déter et qu'il venait pas s'amuser le week-end, hein. Il venait pas faire une course de Fun Cup comme dirait Lolo. Et non, lui, et c'était vraiment quelque chose de très important pour lui. Et moi, j'admire beaucoup le passionné de sport automobile qu'il est. Les autres pilotes, je sais que particulièrement pour en avoir parlé avec Guven, Yachan Guven, ça décuplait un peu leur motivation, hein. Ils avaient tous envie d'aller taper Verstappen et enfin d'aller le battre. Et je pense que c'est pour ça aussi d'ailleurs que le GT3 était si agressif dans le peloton, c'est que tout le monde voulait aller avoir son petit fight avec Verstappen. Ça c'est évident, c'est l'ego de pilote, c'est normal. Après il était très performant, mais moi je suis très content d'avoir vu des pilotes d'endurance se mettre à la hauteur de Verstappen, quoi. Je suis très content que Max Verstappen n'ait pas plié tout le monde au bout de 4 heures. Alors oui, il a roulé devant. Et c'est normal, c'est un des meilleurs pilotes du monde, encore heureux, quoi. Enfin, je veux dire, ça aurait été fou que Max Verstappen prenne 10 secondes au tour sur la Nordschleife. Mais à l'inverse, il a pas mis 10 secondes à tout le monde. Et moi, qui suis également et particulièrement passionné d'endurance, je suis content de voir que les pilotes que je commande tous les week-ends, que ce soit en WEC, en IMSA ou en GT3, ils soient là et qu'ils aient pu parfois, à certains moments, tenir la dragée haute à Max Verstappen. Je pense que ça aurait pas été une bonne pub pour les pilotes d'endurance que Max Verstappen, justement, en arrivant, arrive à éclater tout le monde. Tu vois, je pense qu'il faut un peu d'humilité. Oui, il est au-dessus du lot, mais ça s'est fait à la régulière et c'est un peu ce qui s'est passé. Même si ça s'est moins vu avec Lance Stroll quand il est arrivé, c'est des mecs qui n'ont pas l'expérience et c'est pas simple, même si t'es pilote de F1 à mon avis, d'arriver dans une catégorie de spécialistes où les mecs roulent tous les week-ends. On se souvient du petit fight qu'il y avait eu l'année dernière entre Max Verstappen et Maro Engel, justement, qui roulaient dans la même équipe cette année où c'était un peu chauffé, mais gentiment, mais sur les réseaux sociaux. Et c'est sûr que c'est bien que ça soit fait ça soit fait à la loyale. Mais c'est exactement ça. Après, évidemment, il était très bon, il était très fort. C'était peut-être même lui le plus rapide. Mais il y a une différence entre Verstappen a été le plus rapide quand il a eu les bonnes conditions et vous-même de quelques dixièmes et Max Verstappen a mis 4 secondes à tout le monde. Non, il a pas mis 4 secondes à tout le monde. Il n'allait pas les gagner ultra facilement. Déjà, ils en ont chié. Et puis bon, la mécanique en a décidé autrement, mais on a vu que Max Verstappen n'était pas non plus il faisait des erreurs aussi. Il est humain comme tout le monde, il en a chié comme tout le monde. Et puis voilà, donc c'est juste génial, mais ouais, c'est top de quand même d'avoir pu voir des Lamborghini leur tenir la dragée haute en qualif, d'avoir pu voir des Audi aller se battre avec eux, ou même la voiture sœur, tout simplement. Moi, j'attends de voir si jamais Max Verstappen à l'avenir doit faire un championnat complet, doit en faire beaucoup plus. Le jour où il aura une BOP de merde, on verra, on verra comment ça va se passer, tu vois. Parce que là, pour l'instant, c'est tout nouveau, tout beau, c'est bien de l'attirer, donc tu vois, ça fait un peu de buzz. Mais le jour où il faudra faire une saison complète, qu'il faudra respecter des consignes d'équipe, je connais pas le Lascar personnellement, mais quand tu vois un peu ce que tu peux comprendre ou ce qu'on peut te dire par rapport à ça, je pense que le mec, il en a rien à carrer des consignes d'équipe, il en a rien à carrer de rien. Lui, c'est flat du début à la fin. Et comme tu l'as dit, c'est un vrai racer et il vient pas là pour faire cuire les frites. Ah enfin, s'il fait Le Mans et qu'on lui dit que t'as pas le droit de parler de la BOP et qu'il a une BOP de merde, oui, effectivement, je pense que ça va le saisir un peu. Ouais. Je pense que la BOP de Spa, ça l'aurait occupé 2 minutes, hein. Ouais. Mais bon, non, mais voilà, tout ça pour dire que, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, là aujourd'hui,
c'est quand même un champion du monde de F1 qui vient faire le NURB et il vient pas faire le NURB que pour réaliser un rêve. Il vient faire le NURB pour les gagner. Et c'est juste extraordinaire. Ça reste un passionné. Ça reste un gars qui aussi, au même titre, lui, avait envie de battre Kevin Hess, de battre Raffaele Marcello, de battre toutes les stars de la discipline. Et il n'est pas parvenu. Il n'est pas parvenu. Donc la finalité, c'est que c'est pas eux qui ont gagné. Donc il reviendra. Et tant mieux, ça montre aussi à quel point cette course est dure et elle est belle. Ouais, puis il y en a peut-être d'autres qui vont venir. Il y en a peut-être d'autres qui vont venir, hein. Il y en a peut-être d'autres qui vont venir. Verstappen va peut-être aussi faire Spa pour accentuer l'expérience. Maintenant, ils viennent avec quelle voiture? Parce que moi, de ce que j'ai compris, Mercedes développe une nouvelle caisse quand même. Donc à un moment, ils ont recommencé à développer celle-là pour le Nord, mais ils vont pas non plus la redévelopper sans 7 ans. Hein. Je veux dire, hein, ça reste une vieille caisse, quoi. Donc Oui, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, il y a forcément la question Ford, hein, puisqu'on sait que Red Bull en F1 est lié à Ford au niveau du moteur. Donc est-ce que la piste Ford en sera une? On ne sait pas. Je t'arrête tout de suite, il roulera pas en Mustang GT3, hein. Ça m'étonnerait fortement. Non, Vu ce mais qu'il a... peut-être plus haut. et puis est-ce qu'il sera encore avec une Ford l'année prochaine Ouais, en F1? il y a ça aussi, il y a ça aussi. Mais je sais que, enfin, c'est pas un secret de dire que Max Verstappen a essayé pas mal de GT3, pas mal de marques dans le passé On pour l'a vu, tester. on l'a vu, hein, ça a été, bien sûr. Et je crois savoir que la Ford Mustang est pas celle qui lui a laissé le meilleur souvenir. Et Adrien non plus d'ailleurs. Tu vois, Adrien Pavio, Max Verstappen, même combat. Même combat. La Mustang, elle laisse là où elle est là, avec sa déco pourrie là. Adrien, on va te remercier d'être intervenu dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info. On sait que tu dois nous quitter pour tes obligations. Merci en tout cas de nous avoir accordé ton temps pour nous avoir décrit un petit peu cette expérience et cette première sortie sur les 24 heures du Nürburgring 2026. On parlera d'Adrien bientôt sur Endurance Info, hein. D'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, on va reparler de toi, on va reparler de toi en bien, t'inquiète. Ah, c'est bien. J'espère. Il y a effectivement quelques petites choses qui se préparent. Ça a un lien avec mon coach? C'est un lien avec ton coach, ouais. On va pas aller plus loin, mais c'est un lien avec ton coach. Bon, c'est roule. Merci à vous parce que ça reste la petite aventure d'un passionné. Moi, je voulais juste dire quand même que, et c'est vrai, quand j'étais dans la nuit, je savais que j'étais pas le pilote le plus rapide et c'est là où le passionné de sport automobile a pris le dessus. C'est que je suis vraiment passionné et j'ai quand même pris le temps de regarder, de m'imprégner de l'atmosphère, regarder un peu partout autour et de me dire, c'est une chance énorme que j'ai de vivre ça. J'avais, même si ça a été un gros combat pour trouver des partenaires pour le faire, j'avais malgré tout la chance, j'avais conscience de la chance que j'avais de vivre ça. Et voilà, j'ai essayé de le vivre du mieux que je pouvais en pensant à tous ceux qui n'avaient pas la chance de le faire. Mais voilà, c'était vraiment juste la petite aventure d'un grand passionné. C'est pour ça qu'on a voulu te donner la parole aussi pour montrer ce que c'est de l'intérieur de vivre ce genre d'expérience. En tout cas, merci beaucoup Adrien. Et puis, comme Laurent le disait, il y aura quelques petites choses qui arrivent prochainement sur Endurance Info. Et on mettra évidemment cela en avant. Salut les amis, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Laurent, pour finir et terminer ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info, on voulait tirer un petit très négatif, on va dire, sur ces 24 heures de Nürburgring 2026. Pas l'épreuve en elle-même, mais c'est vrai qu'on sait que les droits télé donc étaient attribués à Automoto la chaîne pour la diffusion française, avec évidemment le géoblocage qui va pour le streaming de l'épreuve sur YouTube, ce qui est évidemment tout à fait compréhensible quand on met des moyens pour diffuser une épreuve sur les canaux de diffusion télé. En revanche, il y a quand même quelque chose sur lequel on est d'accord et c'est quand même un gros moins, c'est le géoblocage des caméras embarquées qui étaient traditionnellement disponibles pour suivre les épreuves, ce qui est le cas dans d'autres championnats, hein, Laurent, notamment en WEC. Là, c'est vrai que c'est quand même un peu dommage. Alors, on ne connaît pas toutes les coulisses, hein, on ne sait pas comment se gère effectivement tout ce géoblocage, mais c'est vrai quand même que c'est un petit peu dommage pour le public de, à minima, ne pas pouvoir suivre sur Internet, donc et via YouTube, les caméras embarquées de l'épreuve des 24 heures de Nürburgring. Oui, c'est sûr. Alors, comme tu l'as dit, on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants, mais peu importe, c'est le résultat final dont on veut parler, c'est que tu géobloques la course parce que tu as acheté les droits. Évidemment, ça me paraît tout à fait normal. Tu payes, donc c'est logique. Tu vas pas aller voir la course gratuitement ailleurs. Maintenant, que t'aies pas les caméras embarquées alors que tu les as dans un championnat du monde d'endurance et que même si tu vas sur le site du constructeur et que même ça c'est géobloqué, je trouve pas ça très fair, je trouve pas ça très très normal. Donc après, est-ce que c'est peut-être pas d'ailleurs Automoto la chaîne qui est responsable, hein, c'est peut-être aussi les droits avec l'organisateur, avec le producteur de la course.
mais c'est un peu gonflé quand même que les gens n'aient pas accès aux caméras embarquées. Et ça, ce qui est assez paradoxal. Alors, est-ce que c'est justement parce que c'était pas facile de le suivre en France si tu n'avais pas un abonnement que nous, on a eu plus de clics? Tu vois, comme je disais en préambule, on a fait presque 100 000 par jour, ce qui n'était pas le cas forcément les années passées. Mais ça, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu dommage. Et l'autre chose aussi, si on peut parler de points négatifs, c'est les commentaires qu'on a pu lire ici et là sur les réseaux sociaux, enfin, évidemment, quand t'as Max Verstappen qui roule, t'as forcément des pro Verstappen et des anti Verstappen. Je pense que c'est principalement des gens qui connaissent bien la F1, des fans de F1 et pas des connaisseurs d'endurance. Et surtout, restez en F1. Venez pas nous faire chier en endurance. Parce que, vu les commentaires et vu les âneries, les bêtises qu'on peut lire, on n'a pas besoin de vous. Tu vois, enfin, à un moment, quand tu lis des trucs, tu dis, mais les mecs, enfin, vous savez de quoi on parle ou comment ça se passe? Donc ça, franchement, c'est un vrai moins. Maintenant, bon, ça reflète la société, ça reflète la vie actuelle et on peut pas aller contre. Mais les commentaires étaient vraiment, certains commentaires étaient vraiment dramatiques à l'encontre d'autres pilotes d'endurance qui sont très bons et il y en a certains qui ont pris des scuds et franchement, c'est pas connaître le sport auto que de balancer des scuds comme ça. Les 24 heures du Nürburgring 2026 étaient au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, où nous sommes revenus sur l'épreuve avec la victoire de Mercedes, la première depuis 10 ans, et la Mercedes AMG GT3 Evo numéro 80, pilotée par Maxime Martin, Maro Engel, Lukas Stolz et Fabian Schiller, qui s'est imposé devant la Lamborghini du Red Bull Team Apt de Mirko Bortolotti, Patrick Niederhauser et Luca Heinzler. Et avec Adrien Pavio qui était notre invité, nous avons un petit peu passé en revue cette expérience et cette aventure qu'a vécu notre collègue français. Laurent, merci pour ce nouveau numéro de notre podcast et on se donne rapidement rendez-vous dans un prochain numéro. Merci, à bientôt.